J'écris contre l'obscurantisme. Penser l'obscurantisme aujourd'hui, c'est réfléchir à tout ce qui s'oppose à l'esprit de science, au rapport à l'autre, tout ce qui méconnaît les grands défis contemporains, tout ce qui porte atteinte au vivant, à la différence, à la diversité, aux fluidités créolisantes et relationnelles du monde contemporain. Chaque fois que l'on oppose aux complexités du réel des simplifications aussi brutales qu'absurdes, que l'on tient une position immobiliste, passéiste, stérile, répétitive dans les fluidités de la technoscience du monde, on est dans l'obscurantisme. C'est ce que nous essayons de faire dans cette émission, c'est sortir de l'obscurantisme. À propos, c'est Patrick Chamoiseau qui a écrit ça. Bonjour, madame. Bonjour, ravi de vous retrouver. Marceline. Bonjour, monsieur de Rinal. Bonjour, monsieur Marajo. Bonjour, madame d'Ispagne. Bonjour, monsieur Darwin Carter. Tout le monde va bien? Oui. Très bien. Bon, une petite jingle pour l'actualité. Proposition de loi chlordécone, un terrible rendez-vous manqué. Dramatisation d'un titre de l'antique. Hein. Qui c'est qui t'être ça, en fait? Emmanuel? C'est moi, normalement. Oui, Emmanuel, oui. Oui. Voilà. Oui, alors la proposition de loi de Dominique Théophile, qui visait à reconnaître la responsabilité de l'État dans les préjudices moraux et sanitaires subis par les populations de Guadeloupe et de Martinique liés à l'utilisation prolongée de chlordécone. C'était ça le projet de loi. Et ce projet a fait l'objet d'un amendement notamment des partis du centre et des partis gouvernementaux, qui a justifié le retrait du projet de loi par Dominique Théophile, puisque l'amendement simplement limitait la reconnaissance de la responsabilité de la France aux seuls dommages sanitaires, alors que le projet de loi voulait étendre cette responsabilité aux préjudices moraux et d'anxiété. Voilà le contexte. Le débat. Et là, on rentre maintenant dans le jeu politique, parce qu'il y a quand même un débat technique. Il y a des envolées lyriques suite à cette décision, qu'on peut comprendre, parce qu'on est encore une fois dans le débat politique, et on sait à quel point le sujet de la chlordécone stimule les émotions. Enfin, il faut aussi regarder les choses sous cet angle-là. Et moi, avant de rentrer dans l'analyse réellement de cette rupture, puisqu'en réalité c'est une rupture, et c'est peut-être même un rendez-vous manqué, parce qu'après tout, le débat politique justifie des amendements, des arguments, on débat, enfin c'est relativement sain, et peut-être que ce retrait était un petit peu, à mon sens, trop brutal. Peut-être aurait-on pu quand même cliquer quelque chose, cranter quelque chose, et puis on continue le débat. Bon, ça c'est un... Mais derrière cette position que j'ai trouvée, moi, un petit peu brutale, un peu excessive, se cache un discours qui consiste à dire l'État est fondamentalement responsable de tout ça, et l'État refuse de reconnaître sa responsabilité. C'est un peu le message politique qui reste. Or, je pense que là, c'est un petit peu malhonnête, pour être tout à fait honnête, parce que en réalité, l'État a reconnu sa responsabilité de manière formelle. D'abord par la voix du président Macron, qu'il a clairement exprimée, aussi par un vote à l'Assemblée nationale en février 2024 sur le projet de loi d'Élie Califert, qui reconnaissait formellement la responsabilité de l'État sur les préjudices sanitaires, écologiques et économiques. Simplement, le projet en question voulait compléter par les préjudices moraux et d'anxiété. Et là, le débat, ce que j'ai compris, alors je ne suis pas juriste, donc je vais m'interdire de rentrer dans l'appréciation des arguments, mais ce que j'ai noté, c'est que les arguments consistaient à dire l'anxiété, ça reste un concept qui manque de précision pour pouvoir justifier de l'intégrer dans un projet de loi, et que donc, c'est l'absence d'éléments circonstanciés. La Cour administrative d'appel a souligné que la simple invocation d'une exposition au chlordécone ne suffit pas à justifier un préjudice d'anxiété. Des éléments personnels circonstanciés, comme des analyses sanguines et des études environnementales, sont nécessaires pour établir une exposition effective à un risque élevé de pathologie grave. Et puis, il y a aussi la notion d'exigence de causalité directe et certaine. Le juge administratif exige que le préjudice d'anxiété soit direct et certain. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait un débat technique, et donc l'amendement, accordant un peu de bonne foi à ceux qui l'ont déposé, consistait à dire c'est compliqué de mettre un amendement qui, sur
sur un préjudice qui ne peut pas être cerné et peut ouvrir des boîtes de Pandore à l'infini. Donc, voilà. Ça relève de la fonction du juge. Voilà, exactement. Okay. Et donc, voilà le sujet. Et donc, moi, ce que je note en conclusion, c'est que je pense qu'il y a une vraie dimension politique à retirer brutalement ce projet, parce que c'est ce qu'on appelle une posture politique, ça affirme des positions fortes, ça sans doute accentue le grand clivage qui est peut-être utile dans ce débat, là aussi, il ne faut pas le condamner. Mais on peut se poser la question de savoir si on a avancé en ayant retiré ce projet. Moi, je pense que c'est... Voilà, encore une fois, je pense que la culture du compromis qui est nécessaire dans un débat parlementaire, eh bien, ne s'est pas bien manifestée dans cette affaire. Daniel ? Oui, moi, il me semble, le parlementaire, quand il enlève son projet, il dit une chose qui me paraît utile à entendre. Il dit, tel que je l'ai déposé et tel qu'il arrive avec les amendements, mon projet est en deçà des avancées judiciaires. Donc, par conséquent, je ne peux pas prendre la responsabilité, puisque c'est un amendement que je dépose, que sur la proposition de loi que j'ai déposée, on arrive à moins que ce que le judiciaire accorde. Parce que, justement, dans les avancées judiciaires, le préjudice moral avait été déclaré recevable. Il n'a pas toujours été indemnisé parce qu'il y avait un certain nombre de conditions, mais la recevabilité avait été retenue. Donc, par conséquent, l'amendement avait pour effet de réduire ce que les juges avaient déjà accordé. Et juste pour terminer là-dessus, sur le préjudice d'anxiété, ça me fait penser au crash, lorsqu'il y a eu le crash de l'avion qui venait. Tu en sais quelque chose, puisque tu avais des procédures, rappelle-toi, sur le préjudice d'anxiété. C'est la jurisprudence qui a fait évoluer, et le préjudice d'anxiété a été reconnu par la jurisprudence. Oui. Donc, par conséquent, il y a derrière une argumentation qui n'est pas que politique, me semble-t-il. Marine Le Pen et son parti, le Rassemblement national, avance plusieurs arguments pour contester le jugement qu'il a condamné. C'est sûr qu'on a déjà traité de cette affaire, mais elle reste d'actualité. La presse nationale nous ressasse les réponses et les réponses aux réponses. Donc, et puis ça nous intéresse, ça nous concerne. Et dit qu'il n'était pas là, mais qu'il est là. Merci beaucoup. Moi, ça m'intéresse, Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, c'est la quintessence de ce que, ici, nous essayons de combattre dans une société qui est extrêmement sensible aux questions de couleur, de droits humains, de manière générale, et surtout qui tient particulièrement au respect de la liberté, en particulier de la liberté d'expression. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans ça ? Moi, j'aimerais insister sur le fait que, à partir du moment où on passe d'un fait divers, parce que Marine Le Pen, l'affaire Marine Le Pen, c'est un fait divers, c'est du vol. C'est du vol. Oui. On donne, pour que les gens comprennent bien le truc, on te donne de l'argent. Enfin, un parlement te donne de l'argent pour que tu puisses avoir des assistants pour faire le boulot. Ça se passe dans tous les parlements du monde, ça c'est le Parlement européen. Ben, au lieu de prendre l'argent pour payer des gens qui t'assistent en tant que député européen, tu prends l'argent pour faire tourner ton parti politique. Bon, à la limite, il y en a plein qui ont fait ça. Très bien. C'est subtil, il faut être intelligent. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'argent qui, théoriquement, devait être détourné pour payer les cadres du parti Rassemblement national a été utilisé pour parti pour faire de l'enrichissement personnel. Donc on va encore plus... Là, c'est du vol caractérisé, du détournement de fonds publics. Bon. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qui m'alerte, et qui nous alerte, puisque tu poses le sujet sur la table, c'est que de manière quasiment systématique maintenant, l'état de droit, dans le discours radical de droite, voire d'extrême droite, en Europe, de manière systématique, l'état de droit est remis en cause. Par exemple, enfin je dis en Europe, dans le monde, puisque maintenant on a une star aux États-Unis, l'état de droit est remis en cause systématiquement par Trump. Il y a un tribunal qui lui dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'expulser des gens en vous référant à une loi qui date du XVIIe ou du XVIIIe siècle ».
Il dit on est en état de guerre. Il y a une loi qui dit qu'en état de guerre, les gens qui ne sont pas de mes amis sont mes ennemis et je dois les expulser. Bon, bref. Fera la loi applicable. Alors, bon, Marine Le Pen évoque des arguments politiques, parle de jugement politique, de défense criminalisée et elle conteste l'exécution provisoire. Alors sur ça, bon, je sais que ici on a déjà diffusé une vidéo qui a une dizaine d'années dans laquelle Marine Le Pen disait qu'elle voulait aller au-delà de l'inéligibilité. Elle voulait une éligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Et puis elle voulait pousser les causes à leur extrême. Mais j'ai quand même une petite citation qui vient après cette vidéo que vous avez diffusée, et je m'arrêterai là, parce qu'elle est exceptionnelle. Moi, ma veste, elle est immaculée. Ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'y arriveront pas à me salir. Je cite, hein, parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, et que je m'y tiens. Et moi, quand je la réclame, je l'applique à moi-même. Fermez le banc. Alors, pour Marine Le Pen, il s'agit de l'empêcher de se présenter aux élections, parce qu'elle est un grand danger pour tout le monde. Et elle parle de tyrannie des juges, et puis elle explique qu'il y a une violation de l'état de droit. Je voudrais dire au percepteur du CHU de la Ménard qui m'a envoyé une petite facture, je ne sais pas d'où elle vient, je voulais contester et tout, de 6,80 €, je vais la payer tout de suite. Pas jamais ça. Oui, je vais la payer parce que je ne veux pas qu'on m'assimile à Mme Le Pen. La réforme du scrutin de liste paritaire vers une égalité renforcée dans les communes. Daniel et Eddy, c'est deux trucs qui vous vont tous les deux. Je vous marie sur le scrutin de liste paritaire. Madame, je vous laisse commencer. Merci, monsieur. Alors, c'est une loi qui dit que maintenant, toutes les communes concernées, même celles qui ont moins de 1000 habitants, auront le même type de scrutin. Alors, peut-être que ça ne parle pas aux gens, parce qu'en Martinique, il y a 2 communes, peut-être 3, donc Grand-Rivière, Font-Saint-Denis, peut-être Macouba, parce qu'en 2022, Macouba avait 1001 habitants, donc soit elle a augmenté, soit elle a diminué, et elle rentre dans le circuit, qui nécessite que maintenant, pour les élections municipales, on ait un scrutin où il y ait une parité, c'est-à-dire un homme, une femme, alternés, et que le panachage ne soit plus possible. Le panachage, c'est quand on pouvait, pour les petites communes, on pouvait soit rayer un nom, soit ajouter un nom. Maintenant, c'est plus possible. Et alors, comme je dis, ça ne nous concerne pas beaucoup, mais en France, il y a 25 000 communes qui sont concernées. Donc, ça fait beaucoup, parce que... Tu me fais interrompre. En fait, c'est plutôt une séance d'instruction civique que je fais pour que vous expliquiez panachage, majorité, etc. Oui, donc c'est ça. Le scrutin de liste paritaire, c'est un homme, une femme, tout simplement. Parce que la parité, ça aurait pu être autant d'hommes que de femmes, et mettre tous les hommes au début et toutes les femmes après. Non, là, c'est bien un homme, une femme. Très bien. Ou alors ça, une femme, un homme. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut toujours un mec au début. Non. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Une femme, un homme. Ou un homme, une femme. Voilà. C'est alternatif. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit... alternatif, d'accord. Et le panachage, c'est quand on pouvait avant, sur les petits, rayer un nom. Sur son bulletin de vote, on peut rayer un nom. Et puis, on pouvait ajouter un nom. Maintenant, c'est plus possible. Et même un nom de quelqu'un qui n'était pas candidat, je crois. Exact. Oui, tout à fait. C'était très démocratique, cette histoire-là. En fait, alors, c'était pour répondre... Les petites communes, parce que nous, on ne se rend pas compte, mais en France, il y a des communes qui ont moins de 500 habitants, moins de 300 habitants. Donc, vous trouvez, il y a des conseils municipaux qui ont 7 personnes, 5 personnes. C'est pas facile de constituer un conseil municipal. Donc, en fait, c'est une volonté d'harmonisation pour les scrutins. Alors, dans les commentaires, ils disent ça sera peut-être difficile d'arriver à trouver des candidats. Personnellement, moi, il ne me semble pas, enfin, en ce qui concerne la Martinique, parce que quand on voit l'implication des femmes partout, dans les associations, etc., il ne me semble pas, a priori, que ça devrait être difficile. Mais peut-être qu'Eddy a un autre point de vue. Non, tu as parfaitement raison. Nous n'aurons pas ce souci en Martinique. Mais parmi les 25 000 villes, alors j'ai regardé, il y a des villes où il y a 63 habitants. Alors, 63 habitants pour constituer plusieurs listes, parce qu'il faut quand même que la démocratie s'exprime, ça va être coton. Bon, mais j'aimerais revenir sur la philosophie.
on ne peut pas, dans un pays qui se dit démocratique, dans un pays qui veut atteindre la parité totale et qui ne peut pas continuer à discriminer la majorité de la population, parce que les femmes, c'est quand même la majorité de la population, accepter que il y a 36 000 communes en France, donc dans 25 000 communes, ce qui représente environ 60%, il n'y ait pas de parité. En fait, que le droit général ne soit pas respecté. Bon, déjà, ça, il fallait balayer ça de revers de main, c'est bien. Ouais. Maintenant, sur le caractère, on va dire, technique et pratique, ça peut être réglé très rapidement. Il suffit de travailler sur une espèce de modulation de la taille des conseils municipaux, En fonction de la non pas, population. non, justement, non pas en lien avec la population, c'est ce qui est le cas, Ah oui. mais plutôt par un vote local qui décide Oui. d'accorder ou non une taille adaptée à, on va dire, à la disponibilité des citoyens. Ouais. Alors ça, c'est une première piste. Et puis il y a l'autre piste qui me paraît évidente et qui va être probablement celle qui va être retenue à terme, c'est l'idée que les conseils municipaux ne seront plus des conseils municipaux attachés à une petite commune, mais vont pouvoir gérer plusieurs petites communes. Les communautés d'agglomération, en fait, vont devenir des communes. Sur le plan voilà, du conseil. on aura, alors, elles vont garder leur liberté, on va dire, administrative, mais sur les décisions les plus importantes, il y aura un conseil municipal commun. Alors, c'est une première étape vers une communauté d'agglomération, mais la France perd énormément de temps et énormément d'énergie à avoir une administration territoriale aussi émiettée. C'est profondément... Alors, c'est en lien avec l'histoire. Anachronique. Oui, et c'est, en fait, c'est peut-être là que je vais me faire taper sur les doigts, c'est foncièrement antidémocratique. Je vous explique pourquoi. Parce que l'émiettement des territoires ruraux capte la représentation nationale. C'est-à-dire que quand on regarde les députés, toutes ces petites communes-là, en fait, forment des territoires, des circonscriptions. Elles ne pèsent rien du tout en termes de voix, mais elles envoient à l'Assemblée nationale un paquet de députés. Et on sait que dans ces territoires ruraux, c'est là qu'il y a cette espèce de conservatisme, d'aigreur, de pesanteur, de racisme parfois. Et évidemment, c'est le terrain naturel du Rassemblement national. Donc, le jour où les types vont dire, bon, ça suffit, ok, cette espèce on va dire, de déséquilibre volontaire, volontariste pour maintenir le conservatisme, c'est fini. Et là, vous allez voir que les choses vont changer en termes de représentation nationale. Jingle, société. Un rapport parlementaire présente 25 préconisations pour faire de la ménopause une priorité de santé publique en France. C'est ça la parité. Alors, après la ménopause, la prochaine fois, on va parler de l'andropause. De l'andropause. Comme ça, c'est la parité. Frédéric, c'est toi. J'étais quasiment sûre de ton introduction. Dès que j'ai vu ton sourire, ça a fini de me convaincre. Donc effectivement, 25 mesures pour accompagner la prise en charge de la ménopause. Alors la ménopause, qu'est-ce que c'est ? C'est la fin de l'activité ovarienne et qui engendre chez la femme des bouffées de chaleur, du sommeil et des risques cardiovasculaires. Aujourd'hui, de façon chiffrée, il y a un traitement pour cela, le traitement hormonal de la ménopause, le THM. Aujourd'hui, il y a une grande disparité sociale au niveau de l'administration de ce traitement, puisqu'on a environ 2,5% des femmes et évidemment des pays les plus riches qui en bénéficient. Alors, pour vous parler de ce rapport parlementaire sans m'étendre plutôt dans l'analyse, je voudrais plutôt m'étendre dans l'analyse justement de cette parité, de cet impact social, mais de façon très claire, l'idée c'est de structurer le parcours avec la création d'un PIM, d'un parcours individuel à la ménopause, donc vraiment dédié, et puis une éducation dès le collège qui est proposée dans ce rapport parlementaire. Donc le rapport
évidemment, je n'ai pas défini ce qu'est un rapport parlementaire. C'est un rapport qui est présenté au Parlement à toute fin, non contraignante, mais qui informe le Parlement des sujets. Et puis, on veut même intégrer la ménopause dans la visite médicale de mi-carrière de l'âge de 45 ans. Alors, c'est aussi un coût, la ménopause. On l'a estimé dans certains pays, comme le Japon, de plusieurs milliards d'euros au niveau de la prise en charge. Donc, c'est un vrai sujet. Hein. Et je me suis interrogée avec une petite prise de recul sur le fait qu'il y a encore quelques décennies, on nous disait que les seniors n'interviendraient plus en entreprise, qu'on ne prend que des jeunes. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, on est en train de systémiser quand même un sujet qui reste assez personnel, même s'il y a des impacts en entreprise, ça reste intime. Exactement. Merci, Eddy. Et j'en ai échangé avec l'association Sister. L'association Sister en Martinique assure la bonne santé, le bon suivi des femmes, notamment au travail, avec le syndrome des ovaires polykystiques, avec le sujet de la ménopause, etc. Et elle m'a indiqué qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau professionnel de la santé des femmes, de leur état et de leur cycle. Et figurez-vous que cette association coach même les femmes à prendre des décisions, des rendez-vous et ou des temps de réflexion par rapport à leur cycle menstruel. En ovulation, je vais très vite, tu peux aller négocier avec ta banque, ce ne sont pas des règles, hein, ce sont des idées, mais quand tu es à quelques jours de tes règles, attention, ne parle pas avec ton patron si tu es énervé, parce que ça a l'air... mais vraiment, et c'est systémique. Et je vais même vous dire, elle avait rendez-vous, elle avait fait une formation avec un grand PDG en France, et en expliquant les sujets, notamment post-grossesse, etc., et l'a appelé paniqué en prenant son jet, en lui disant, son avion, peu m'importe, mais en lui disant, c'est ce que ma femme vit tous les jours. Donc voilà, et je voudrais ajouter que dans tous les changements dits sociétaux, il y a aussi la dimension économique. En 2030, et je crois avoir vu le petit piège de Gérard, en 2030, figurez-vous que nous aurons 30% des actifs, des cadres qui seront des seniors en projection. C'est énorme. Donc il faut, parce qu'en fait on a une mutation du monde du travail, de moins en moins de jeunes y accèdent pour des raisons et pour d'autres, et donc on se concentre sur les seniors qui ont une sorte de communauté de valeurs, appelez-vous les générations X, les générations qui sont aujourd'hui des cadres dirigeants, et par conséquent on capitalise sur eux. Et finalement, quand il y a une grande décision comme cela, sociétale, alors 30% des actifs, excusez-moi, auront plus de 55 ans d'ici 2030. C'est énorme. Et quand on analyse un petit peu cette décision sociétale de l'ARS, bien sûr qu'on se félicite de cette prise de conscience avec cette association dont j'ai parlé, et puis dans tous les cas, du féminisme, de la place au travail de la femme et du respect que l'on doit en avoir. Mais tout particulièrement, il faut comprendre que c'est quand il y a des sujets et des nécessités économiques qu'il y a une véritable mutation du travail, avec l'ARS, avec des grandes décisions. Regardez par exemple la durée du temps de travail. Finalement, oui, la durée du temps de travail, c'est le combat de syndicats, c'est le combat d'autres luttes, c'est le combat mais c'est aussi le fait qu'il y a une machinisation et qu'on ait de moins en moins besoin de personnes au travail. Il y a ce pragmatisme économique qu'il faut prendre en compte. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre plusieurs autres. Donc quand il y a cette conjonction finalement de la nécessité économique et de la montée de conscience, il y a des réformes, et je crois qu'on va tout droit vers le succès de cette réforme de ménopause, mais aussi vers beaucoup plus d'accompagnement non seulement de la femme au travail, mais de la femme senior et des seniors en général au travail. En Martinique, la population féminine est estimée à 190 218 femmes, oui, féminines, femmes, c'est évident, en 2024. En 2020, les femmes représentaient 54,1% de la population totale, soit environ 195 600 femmes sur 361 200 habitants. Le ratio homme-femme est particulièrement bas. Il y a environ 84,5 hommes pour 100 femmes, un des plus faibles au monde. Cette surreprésentation féminine s'explique par une espérance de vie plus élevée chez les femmes, 84,4 ans, contre 78 ans pour les hommes. Les femmes sont majoritaires parmi les seniors, près de 60% des Martiniquais de 75 ans, ou plus, sont des femmes. La population féminine vieillit et la part des femmes en âge de travailler devrait diminuer dans les prochaines années.
Ça ne justifie pas, mais ça explique que ce sujet s'applique totalement à nous. Eddie ? Aujourd'hui, 53% des cadres des entités, on va dire ça comme ça, parce qu'on met le public et privé, sont des femmes. Sont des femmes. Oui. Ouais. C'est pour ça que la lutte contre la vie chère outre-mer, est-ce un pansement ou un vrai remède? Voilà une vraie liaison. Alors, la vie chère outre-mer, c'est un sujet qui commence à devenir raciste, tellement on en parle, tellement on a dit beaucoup de bêtises dessus. Exactement. Tellement on a fondé d'espoir sur cette lutte, tellement on a embourbé les esprits de contre-vérité. Et bon, je pense que maintenant, ça se décante un peu, on commence à arriver vers des concepts un peu plus réalistes. C'est vrai que le grand mythe qui consistait à dire c'est facile d'aligner les prix de la Martinique à ceux du continent de l'Hexagone. Maintenant, tout le monde s'accorde que c'est une vision qui est totalement impossible, voire même dangereuse, parce qu'elle anéantirait complètement le tissu de la production locale. Donc, cela dit, les enquêtes parlementaires se multiplient. Moi, j'ai pu assister à quelques échanges qui m'ont profondément heurté, parce qu'on n'était pas dans une enquête parlementaire classique, on était vraiment dans un tribunal où on voyait bien les parlementaires interroger leurs interlocuteurs, mais en réalité s'adresser par-dessus leur tête à leurs électeurs. C'était un jeu politique, et vous aviez face à ces parlementaires, enfin je ne sais pas si vous avez vu ces séquences, c'était quand même assez terrifiant. Vous aviez des chefs d'entreprise, il y avait le groupe Parfait, Robert Parfait, il y avait Stéphane Ayotte, il y en avait d'autres, qui prenaient des scuds sans comprendre qu'en réalité, ce n'était pas à eux que s'adressaient les enquêteurs, c'était bel et bien à leurs électeurs. Donc c'était un jeu politique. Voilà quoi c'est. Il faut bien dire les choses, parce que ce qu'on peut déguiser en enquête, parfois, devient simplement une joute politicienne. Alors, le dernier rapport du Sénat a produit 24 recommandations qui sont plutôt bien équilibrées. Alors, je vais les citer dans les grands chapitres, hein, les 5 grandes orientations, on va se limiter à ça. D'abord, rétablir la confiance par une juste transparence. Ce que tous ces débats ont exprimé, c'est le fait qu'il y avait des zones cachées, c'est-à-dire qu'on ne décortiquait pas assez la fabrication des marges, que les comptes n'étaient pas déposés. Donc, une volonté de transparence. La deuxième orientation, c'est agir sur l'impact de l'éloignement. On a enfin compris que c'était quand même ça le fait majeur de l'augmentation des prix. C'est qu'il y a 8000 km à franchir, et ça coûte de l'argent de franchir 8000 km. Donc, comment on compense ça? Donc ça, il y a des différentes mesures qui s'attaquent à cet impact. Comment optimiser les taxes à la consommation? On lutte contre la vie chère et en même temps, on met une taxe supplémentaire sur tout ce que l'on consomme. Donc le bon sens veut qu'on s'interroge sur cet acte-là, si on veut vraiment baisser le prix de la consommation. Comment garantir la concurrence? Parce que là encore, et là je pense qu'il y a eu beaucoup de fantasmes qui ont été développés. C'est-à-dire que la grande critique a été de dire nous sommes sur des marchés oligopolistiques, voire monopolistiques. La réalité est quand même beaucoup plus subtile, parce qu'en fait, on s'est aperçu, quand on décortique les faits, qu'il n'y a pas de monopole ni d'oligopole dans les secteurs concurrentiels, contrairement à ce qu'on pense, et qu'on est dans des ratios tout à fait équivalents sur des territoires de 350 000 habitants à ce qui se passe sur des pays de 60 millions d'habitants. Quand on regarde les parts de marché des hypermarchés, je n'ai pas compris ce procès, et je ne comprends pas qu'il persiste encore d'ailleurs, ce mauvais procès. Mais bon, quoi qu'il en soit, le rapport a voulu garantir que la concurrence serait garantie, respectée, et c'est une bonne chose malgré tout. Il ne s'agit pas de basculer dans des excès de... Voilà, en tout cas, prémunir ce risque-là. Et puis enfin, transformer le modèle économique. Donc ça, c'est la grande question. Comment transformer le modèle économique pour créer plus de richesse? Ça veut dire, à un moment donné, peut-être faire confiance à ceux qui produisent, faire confiance à ceux qui monitorent les entreprises. Ce que je veux dire, en résumé, c'est que, bien évidemment, la lutte contre la vie chère, c'est la première préoccupation des Martiniquais. C'est un vrai sujet. Il y a 40% d'écart sur les prix de la grande consommation, 15% d'écart sur
les prix en général, donc agir sur les prix, agir sur les revenus, agir sur le moyen de décoincer la difficulté d'accéder aux biens de consommation, c'est un enjeu politique majeur. Mais ce que je pourrais dire, c'est que la manière dont ça s'est produit, pour moi, a été assez désastreuse. Alors, je ne vais pas revenir sur les combats. Je pense en particulier sur un axe, moi, qui me paraît très, très dangereux. C'est qu'on a survalorisé la responsabilité sur une partie des acteurs, qui sont les entreprises. On a oublié que seules les entreprises créent de la richesse, seules. Les autres ne créent pas de richesse. Les autres consomment la richesse produite par les entreprises. Et qu'à force d'avoir pointé du doigt, stigmatisé, regardez encore ces fameuses enquêtes parlementaires, vous verrez à quel point on désigne réellement un coupable de manière totalement disproportionnée. Le vrai danger, c'est qu'on affaiblisse ce qui est fondamental pour qu'un pays comme la Martinique puisse continuer de produire et donc essayer d'atténuer l'impact de la vie chère. Le risque, c'est d'affaiblir le tissu économique, c'est d'affaiblir la volonté économique, l'esprit d'entreprendre, qui sont quand même, qui est le moteur des entrepreneurs. Et donc, il ne faut pas toucher à ça. C'est comme quand vous avez une sauterelle à qui vous demandez de sauter, vous lui coupez une patte, vous lui demandez de sauter, elle ne saute plus, et vous tirez comme conclusion que quand on coupe une patte, la sauterelle n'entend plus. Ben, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec ce monde économique. Attention à ce que ce monde économique ne nous entende plus, prenne des arbitrages pour aller ailleurs, parce que on est encore dans un système libre, et il faut quand même veiller à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. J'ai vu effectivement cet extrait dont tu parles sur les réseaux sociaux, extrait de l'audition des entrepreneurs, enfin, des gens de la grande distribution, qui étaient pétrifiés parce qu'ils avaient affaire à Moi, je trouve ça très amusant, parce que je me suis dit quand même, et jusqu'à quel point ils vont conserver leur sang-froid, avec un inventaire de questions portant sur, mais vraiment de la problématique de la rue, quoi, très simple, et en leur assénant ces clichés qu'on a entendus pendant 2 mois ici, avec assurance et puis avec certitude. Et je me suis dit à un certain moment, donc ces parlementaires me prennent pour un con. C'est-à-dire qu'avec les 20 000 euros dont ils bénéficient tous les mois, etc., ils s'amusent à utiliser donc, le temps, le travail et les traitements qu'ils ont de parlementaires à faire, comme tu dis, à faire de propagande, mais de bas étage sur un sujet qui est aussi délicat et puis qui nous concerne tous. Et qui concerne la ménagère, qui concerne, je déteste la formule Monsieur Sanson, mais qui concerne Monsieur Tout le Monde, et en ressassant des choses qu'il ne faut pas avancer la question. En tous les cas, les rapporteurs pointent les écueils qui empêchent de sortir du cycle infernal des crises récurrentes. Premièrement, chercher un coupable unique, courir après le mirage hexagonal, c'est-à-dire essayer de comparer à 8000 km des choses qui ne sont pas comparables. Je fais une synthèse. Alourdir la dépense publique en alourdissant, en faisant encore des contrôles et des commissions et des rapports et des synthèses, et négliger la faiblesse des revenus ou encore suradministrer. Négliger la faiblesse des revenus, mais faites les gens d'ici gagner un peu de sous, débrouillez-vous. Eddie, toi aussi tu veux la parole? Non. Eddie. Non, je pense qu'il faut relativiser. La part d'audience de ces commissions est ridicule. Hein. Oui. Il n'y a pas 3% de la population française. Alors, martiniquaise, c'est même pas la peine, c'est 0%. Bon. Et puis, 2, les types qui sont soi-disant tétanisés, ils sont informés au préalable. Donc Stéphane Ayotte ou Robert, en fait, savaient pertinemment à l'avance ce qui allait arriver, bien évidemment, parce qu'ils ont des avocats. Et puis, regarde ce qui se passe. Hein. Le PDG de Total, il a été explosé, Bolloré a été explosé, etc. Mais surtout, ils oublient, parce qu'ils sont dans le système, ils oublient de nous dire, et ils devraient témoigner, Stéphane devrait venir nous dire, ben, vous savez, le type qui m'a explosé, là, le député de La Réunion, ben, il est venu me voir après en me disant, Stéphane, enfin, c'est pour le show, hein, t'inquiète pas, on va se voir la semaine prochaine. Il suffit de ça, et puis c'est terminé. Ça s'arrêtera définitivement. Qu'il vienne dire, mais il ne peut pas. Parce que s'il vient trahir le type en disant il est venu me voir, ben, le type va faire en sorte qu'il n'ait plus de magasin à La Réunion.
c'est un spectacle. Et il n'y a pas un qui est faible, l'autre qui est fort. Tout le monde joue le jeu. Et je pense que c'est important qu'on dise ça aux gens. Tout ça, c'est acté qu'il a. Tout. Donc ça veut dire que ça justifie que l'on décortique et qu'on énonce à chacun la syntaxe exacte de cette comédie de l'arte. C'est un show. On peut passer à culture? Un petit moment de silence. Jingle. Là, tu te trompes. Ben, oui. Ah mais non, tu annonces quand même. Non, tu me parles? Non. Bon, si on change les règles du jeu, il n'y a pas de problème. Vous êtes pressé de vous emparer de votre sujet. Non, il s'agit aujourd'hui, parce que c'est le 200e anniversaire de l'ordonnance qui condamne Haïti à payer une dette à la France, une indemnité à la France. Donc, 200e anniversaire, il était nécessaire d'en parler, d'autant que il y a énormément, moi ce qui me frappe, énormément de colloques, énormément d'articles sur la question de l'indemnité payée par Haïti, et une actualité, puisque le président de la République doit s'exprimer très prochainement sur le sujet. Alors tout le monde, on le dit, on répète, Haïti a dû payer pour son indépendance. Mais je pense que ça nécessite d'expliquer un petit peu à la fois le contexte et à la fois en quoi a consisté l'ordonnance et quelles sont ses conséquences. Parce que le contexte est important. On a dit que l'ordonnance a été prise en 1825. Il faut rappeler qu'Haïti, c'est là où démarre la révolte des esclaves en 1791 et elle ne va s'arrêter qu'en 1804 quand l'indépendance sera prononcée. C'est-à-dire que c'est sous l'impulsion d'Haïti que la première abolition de l'esclavage a lieu en 1794 parce qu'elle a été prononcée à Haïti en 1793. Ensuite, à la suite de ça, Haïti se retrouve indépendante et elle prend dans sa constitution en 1805 un article qui dit qu'aucun blanc ne peut être propriétaire. Et donc on se retrouve avec une situation où la France refuse de reconnaître Haïti, les États européens refusent de reconnaître Haïti, et les États-Unis refusent de rencontrer Haïti. C'est-à-dire qu'il y a une connivence des États qui sont des États encore, qui sont, disons, coloniaux ou impérialistes, pour ne pas reconnaître le premier État qui se constitue par une indépendance des esclaves. En 1804, toutes les colonies sont encore sous système esclavagiste. Donc, par conséquent, ce modèle-là, ça ne passe pas. De la même façon que la France ne va pas digérer qu'à Vertières, c'est là où il y a la défaite des armées napoléoniennes, c'est le premier Waterloo français. C'est en Haïti que ça se passe. Donc on lui fait payer ça à Haïti. De plus, Haïti, dans sa situation interne, après l'assassinat de Dessalines en 1806, elle se retrouve séparée en deux. D'un côté, il y a une royauté avec Christophe et une république avec Pétion. Donc il y a des problèmes internes. Le président Boyer, il devient président d'Haïti et lui décide il dit, moi j'ai besoin d'un pays qui soit un pays qui puisse commercer en toute indépendance. Donc pour ça, il faut que l'État soit reconnu par toutes les puissances. Et donc il commence des négociations avec l'État français et il propose, c'est le Boyer qui propose une indemnité en contrepartie de la reconnaissance de l'indépendance. Il n'est pas question à ce moment-là de compter les esclaves comme indemnité. C'est une indemnité à la France, c'est-à-dire qu'on négocie d'État à État. Mais il ne faut pas sous-estimer le lobbying des anciens colons, dont je dirais que 40% sont bordelais quand même, pour qu'on puisse resituer la situation s'agissant de Haïti, anciennement Saint-Domingue. Donc il y a une pression terrible, d'autant que la royauté est restaurée. On est à Louis XVIII, puis Charles X. Et Charles X décide, et c'est très intéressant, et Gérard, tu l'as souligné dans la note, pour montrer à quel point on commence la relation impérialiste entre un État occidental et un pays du Sud. Charles X décide qu'on va cesser les pourparlers pour arriver à trouver un compromis. C'est toi qui parlais de compromis à certains moments. Et il décide unilatéralement de prendre une ordonnance. Et donc, le 17 avril 1825, il prend l'ordonnance. L'ordonnance a 3 articles. Ce n'est pas compliqué, il y a 3 articles. Le premier article consiste à dire
que les ports de Haïti, on dit Saint-Domingue, on ne dit même pas Haïti, hein, on ne va pas leur accorder même ça. Les ports de Saint-Domingue seront ouverts au commerce international, mais que la France aura droit à un privilège de ne payer que la moitié de ce que paieront les autres. Ça, c'est le premier article. Le deuxième article, c'est de dire les habitants actuels de la partie de Saint-Domingue verseront à la Caisse générale des dépôts et consignations de France la somme, en 5 termes égaux, la somme de 150 millions de francs destinée à dédommager les anciens colons qui réclament une indemnité. Article 3. Nous concédons à ces conditions de reconnaître l'État d'Haïti, donc de Saint-Domingue. Donc, il y a déjà, et c'est pour ça que c'est important de noter la part de l'État français dans ce qui va se passer. Parce que l'indemnité qui est fixée à 150 millions, qui doit être payée en 5 ans, la première annuité est payable tout de suite, et comme l'État n'a pas les moyens de payer la première annuité, qui est de 30 millions, l'État doit consentir un emprunt à la France. C'est la France qui lui consent cet emprunt pour payer la première annuité. Et Haïti va se retrouver à devoir payer 2 choses en même temps, les termes de l'indemnité et les emprunts, le remboursement de l'emprunt que l'État français lui a concédé. Et avec les intérêts. Oui, avec les intérêts. Et c'est l'État français qui lui accorde. Et l'indemnité est versée à la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, c'est l'État. Et c'est la Caisse des dépôts qui va gérer le versement de l'indemnité. Et pire, à la fin de ce versement, il y aura un reliquat parce que la Caisse des dépôts va gérer, il y a 20 000 dossiers, il y aura finalement 12 000 personnes qui seront indemnisées, mais il va rester un reliquat et que la France va s'approprier royalement. Elle ne va pas restituer à Haïti. C'est-à-dire que la somme qui est versée par Haïti ne va pas être versée complètement aux descendants des colons, et la France va s'en approprier. C'est pour ça que la France est concernée l'État français est concerné au premier chef par l'indemnité. Toujours est-il que pendant des décennies, parce qu'évidemment, Haïti ne pourra jamais respecter ces 5 années, ce montant, donc il va y avoir des discussions, il va y avoir un rééchelonnement. Le montant va passer de 150 à 90 millions. Toujours est-il que ce n'est qu'en 1947 que la question sera soldée. Et donc, le résultat, on le connaît, c'est que d'une part, quand vous avez un pays dont toute l'activité économique n'est que tournée vers la production de ce qui se vend sur le marché pour pouvoir récupérer de l'argent, pour pouvoir payer, la somme, c'est qu'elle ne peut pas faire d'investissement pour les grands travaux, pour la santé, pour l'éducation, pour la santé. Et il en résulte aussi une certaine déstabilisation au niveau interne, parce que cela aussi a des implications sur le fonctionnement interne et sur la politique de l'État. Donc, cette question de l'indemnité, d'abord, moi je pense qu'il faut saluer la note de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui fait un travail vraiment colossal, qui est très documenté avec des chercheurs sur la question de l'indemnité. Et donc, la question de rembourser l'indemnité à Haïti, c'est une question dont le CARICOM s'est approprié, qui a été portée devant les instances des Nations Unies. Et donc, c'est une question qui demeure d'actualité. Le bicentenaire de l'ordonnance de 1825 constitue une occasion unique pour repenser les relations entre la France et Haïti, non pas à travers le prisme de la dette, de la domination ou de la mémoire blessée, mais à partir d'un engagement commun en faveur de la vérité historique, ça nous rappelle quelque chose, Emmanuel, de la reconnaissance mutuelle et de la solidarité, en reconnaissant le passé, en réparant l'injustice et en construisant un avenir partagé. La France peut contribuer à une refondation symbolique et concrète de son lien avec Haïti, et plus largement avec l'ensemble des sociétés issues de son passé colonial. En termes très simples, quand on écoute une chose comme ça, on se dit, mais on a la rage au ventre, et on peut nourrir des ressentiments, on peut nourrir de l'aigreur, on peut vivre toute la charge ignominieuse de cette dette appliquée à Haïti. Ou alors on peut se dire que comme la France est aussi le pays des droits de l'homme, comme la France c'est le pays de Victor Hugo, d'Émile Zola et tout ça, on peut espérer que cette partie de la population qui a hérité de cet esprit d'humanisme et de civilisation peut entreprendre un dialogue, parce qu'on ne refait pas l'histoire, on ne refabrique pas l'histoire.
on hérite de l'histoire et on essaie de l'utiliser le mieux que possible pour le présent. Eddy ? Il faut quand même être un tout petit peu pragmatique, et on comprend que certains députés français ne veulent même pas en parler, parce que quand on actualise le montant des 150 millions, ça fait, alors les chiffres varient, mais ça fait une centaine de milliards d'euros. Oui. Alors, un pays qui court déjà à aller chercher 50 milliards par an d'économie, quand on va lui dire qu'il faut faire un chèque de 100 milliards, peut-être qu'ils pourront emprunter à la banque haïtienne. Pour faire ça. Jingle. Musique. Il faut que je vous explique. Christian est très occupé, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Il m'avait proposé de traiter de notre grande chanteuse, notre diva, Marie-Josée Ali. Puis, je n'ai pas eu le temps, donc je me suis dit, bon, je vais mettre ça de côté. Et puis, arrivé là, je me dis, tiens, je vais taquiner Frédéric. Je vais lui donner ça, le pain somme. Mais ce n'est pas un pain somme, traiter de Marie-Josée Ali. Tu m'as dit, est-ce que tu veux relever un challenge? Et je t'ai dit oui. Avec enthousiasme. Alors, Marie-Josée Ali est une chanteuse, une compositrice, une romancière et évidemment une journaliste. Elle est diplômée de l'École supérieure de journalisme de Paris depuis 1974 et tout en étant journaliste de télévision, en 1983, elle chante le fameux titre du groupe Malavoie, « Caressez-moi ». Alors, il faut savoir que depuis ses débuts, dans l'univers des mots, en parallèle, elle n'a jamais cessé d'écrire. Rappelez-vous ce magnifique album, Madame, de 2020, et le morceau « S'étendre ou pas qu'attendre », je vous laisse l'apprécier. Envie coller son chemin, clique ta colle les trois pieds. Devant la porte, nous a qu'à parler. Derrière 2000 ans qu'à rouler. Gardez si des yeux faire mal, taper l'homme même moins brûlé. Et même si moins décidé, parler comme on lit, c'est en nous pas qu'attendre. Et puis, sur la base de ce morceau, n'oublions pas ce magnifique double concert à l'Atrium avec Marie-Josée Ali et Victor Laszlo en mars 2022, qui a été un véritable rayonnement, une véritable découverte. Et puis, je vous propose d'écouter toujours de cet album-là, dans lequel elle se révèle, le morceau « Eva », écrit et adapté par Marie-Josée Ali. Je vous laisse apprécier. Ah oui. Eva ou l'auteye, Eva ou l'auteye, Eva ou l'auteye, les plus bons matins moi qu'à chercher. Yo, dis-moi t'es qu'à courir, bon mi fallons toute la rue. Yo, dis-moi où pète fil ou l'air comprend non m'en pas télé-vous. Eva ou l'auteye, Eva ou l'auteye, Eva ou l'auteye, les plus bons matins moi qu'à chercher. Yo, dis-moi où tombe l'état, les ouais bateau la partie. Bougla pas même dit awa, poupée sawa qui ça t'est fini. Eva ou l'auteye, Eva ou l'auteye, Eva ou l'auteye, les plus bons matins moi qu'à chercher.
Alors, ce fameux album, hein, Madame, qui se traduit bien sûr par Madame, mais qui peut aussi se traduire par femme puissante, par maîtresse femme, vient ponctuer une nouvelle étape de Marie-Josée Ali qui, et je la cite, souhaite accentuer la verticalité de la détermination au féminin. Bravo Marie-Josée Ali, vous nous aurez inspiré de longues années. Et bravo Frédéric, pour cette prestation. Merci beaucoup. Écoutez, nous avons fait une émission, comme d'habitude, peut-être un peu plus pimentée, plus intéressante que d'habitude. En tous les cas, vous ne vous êtes pas rendu compte de ça, mais je me suis beaucoup amusé. Quand Eddie est là, c'est toujours très chouette. Je vous souhaite, je vous présente mes très modeste. Je vous souhaite une bonne semaine et je remercie encore une fois Zitata pour la possibilité qu'il nous est donnée de nous affirmer, de sortir de l'angoisse et de dire ce qu'on a sur le cœur. Et aujourd'hui, il y avait des choses à dire, notamment sur la vie chère et tout ça. À la semaine prochaine. Au revoir.